Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans la taverne du gamer, je suis Sid de Bon Matin, accompagné par Kira. Comment vas-tu mon cher Kira ? Salut Sid, bah écoute, ça va bien, ça va tranquille, petite semaine, enfin même on va dire plutôt grosse semaine, j'ai pas arrêté de charbonner cette semaine, mais j'ai quand même joué à Avatar, j'ai repris Avatar, donc j'ai pas mal avancé dans le jeu. Bien. Je suis déjà à peu près à 20 heures de jeu, donc j'ai pas mal avancé, et j'ai eu le temps de rien faire d'autre en fait, j'ai l'impression d'avoir passé ma vie sur mon téléphone et d'avoir rien foutu. Et toi tu as fait quoi de beau ? Moi j'ai bien avancé sur Ghost of Yotei que je suis en train de terminer. J'ai aussi commencé Metroid Prime 4. Enfin bon, on n'est plus sur commencer parce que je l'avais déjà dit la dernière fois, mais là j'ai bien entamé Metroid Prime 4. Et il y a pas mal de choses à dire, je pense que ça va être très intéressant. Et je suis sûr d'avoir fait un autre jeu Kira que j'ai oublié. Mais en même temps, c'est le matin, on a changé un peu notre dispositif exceptionnel. Nous sommes en direct de Los Angeles. Donc non, pas du tout. On vient de se lever, c'est samedi matin. D'habitude, on enregistre le jeudi. Et pourquoi, Kira, on a fait ce petit changement dans nos habitudes ? Bah c'est pour pouvoir débriefer les Game Awards, pour éviter que vous ayez à attendre une semaine de plus, quoi. Voilà. Parce que si on l'avait fait le jeudi soir, bah pas de bol, c'était dans la nuit à 1h30 du matin à la conférence, donc on n'aurait pas été sur le pont. Que là, bah finalement, moi ça a été replay le vendredi au petit déjeuner le matin, donc un déjeuner de 4 heures. Et toi, je crois que tu as un petit peu picoré cette conférence Ouais, en fait, des Game Awards. je l'ai regardé la conférence quasiment entièrement, j'ai juste accéléré les pubs et les trucs un peu relous, mais globalement, moi j'ai dû la faire en 2 heures, je pense. Ah ouais, pas mal, t'as été plus efficace que Ouais, moi. j'ai été hyper productif là-dessus. Et du coup, quel est le programme de l'émission, Kira, et comment faire plaisir à nos auditeurs, si tu peux nous expliquer tout ça. Alors on va commencer déjà par faire plaisir aux auditeurs, n'hésitez pas à mettre 5 étoiles sur les applis de podcast et des petits commentaires, ça fait toujours plaisir de vous lire, n'hésitez pas à aller sur le questionnaire du site, enfin du moins le formulaire du site, on vous pose pas des questions, bien sûr, si vous voulez nous en poser, c'est l'occasion. Donc là, on va pouvoir interagir avec vous et puis vous citer dans l'émission, bien sûr. N'hésitez pas à partager les épisodes sur Twitter, Instagram, Facebook, c'est là pour ça, bien sûr. Aujourd'hui, du coup, débrief des Game Awards, donc bien sûr, on va faire comme il est de coutume, notre top 5 des annonces qu'on a préférées au Game Awards. Ensuite, on va parler de ce qui manquait, ce qu'on aurait aimé avoir pendant cette cérémonie. Les déceptions, si jamais on en a, donc faut pas hésiter, bien sûr. On va faire un point sur les prix, bien sûr, parce que c'est un peu l'intérêt des Game Awards. C'est comme les Oscars ou le Festival de Cannes, c'est de savoir qui sont les lauréats de cette cérémonie. Et je ne me souviens plus du dernier acte. Ouais, c'est pas mal déjà. Après, on fera un petit avis global de cette. Voilà, un petit bilan, quoi. Exactement. Pas de générique du coup, puisque vous avez la petite musique en fond, donc on ne sait pas encore ce qu'on va mettre comme petite musique, Kira d'ailleurs. Il faudra qu'on y réfléchisse, mais au montage, il y aura une petite musique pour accompagner tout ça. Ça sera l'intégrale Vincent Lagaffe. Ça va être dégueulasse. Aïe. Il avait pas fait une. Ah non, c'est le lavabo, lui, qu'il avait chanté, non ? Ouais, le lavabo, la zoubida, des merdes, quoi. Mais j'aimais beaucoup le Big Deal, moi, quand j'étais enfant. C'était vraiment, je sais pas, une Madeleine de Proust. Moi aussi, quand j'étais gamin. Ouais. Quand j'étais gamin, j'aimais le Big Deal. Est-ce qu'on fera une chronique sur le Big Deal ? Il est revenu en force et je crois qu'il a très bien marché, son revival. Peut-être pas, mais... Oui, après, ça marche très bien, mais non, je pense pas qu'on va faire une chronique Big Deal. Enfin, clairement, c'est pas dans mes objectifs. Si vous avez envie d'une chronique du Big Deal, voilà, le formulaire du site web, n'hésitez pas. Et Sid sera ravi de vous détailler toutes les animations de cette émission. Et aussi peut-être la filmographie de Vincent Lagaffe. Donc le baltringue. Ouais. Alors nous sommes réunis aujourd'hui, ça fait très messe du samedi matin. Nous sommes réunis aujourd'hui pour parler des Game Awards. Donc Jeff Keighley, le seul et unique, toujours, qui a tout raflé. Toujours avec son regard bovin. C'est vrai que le regard n'a pas changé, il a l'air toujours un peu vide. Mais en tout cas, il a... le petit bonhomme a tout raflé, c'est devenu quelqu'un vraiment entre la Summer Game Fest l'été et les Game Awards. Je pense que qu'on l'aime ou pas, il faut composer avec lui maintenant pour les événements annuels. Et c'est un bien bel événement, on va dire. Oui, complètement. Qui prend place du coup à Los Angeles, d'où la petite boutade du fait que nous étions en direct à Los Angeles et pas du tout. Donc c'est un rendez-vous maintenant très récurrent. Alors je l'ai dit l'année dernière, je ne sais plus à combien de
de cérémonie on est, mais pas mal, hein, je pense. Oui, Je c'est pense vrai qu'on que en est à pas mal. là, depuis 2018, je crois, de mémoire. Ouais, il y a quelque chose comme ça. C'est Elden Ring le premier. Je sais plus du tout. Franchement, je sais Je pas. crois que c'est la sortie d'Elden Possible. Ring. Je peux te dire par contre que l'année dernière c'était Astrobot, avec qui avait c'était Nicolas Doucet qui avait reçu le prix, donc qui est un Français mais dans un studio, la Team Asobi, donc un studio japonais. Donc c'est lui d'ailleurs qui va reprendre qui va remettre le prix cette année, ou qui a remis le prix des Clair Obscur Awards de l'année, enfin plutôt des Game Awards, pardon. Oui. Et, et savais-tu que le petit trophée plutôt joli pour les Game Awards est designé par la Weta, donc tu sais le studio de Andy Serkis, ouais. De Peter Jackson. Peter Jackson qui a fait Seigneur des Anneaux. Ouais, les deux travaillent beaucoup ensemble. Ouais, c'est des frères d'armes. Et pour la première fois cette année, Kira, et ça j'ai trouvé ça assez cool, c'était diffusé sur Amazon Prime. Ah ouais, carrément, ça je ne savais pas. Et ça, oui, tu vois. donc je trouve que ça révèle quand même, je sais pas ce que tu en penses, mais toujours de plus en plus une montée en gamme de cet événement, une montée en prestige. Et finalement, là aussi, qu'on aime ou pas les Game Awards, bah, ça donne quand même un sacré coup de projecteur à ce média du jeu vidéo. Qu'est-ce que t'en penses ? Je suis totalement d'accord. Maintenant, c'est déjà bien rentré dans les mœurs. Même les politiques en parlent d'ailleurs. Certains font de la récupération politique, on va dire, par rapport justement aux lauréats. Mais la preuve que ça touche tout le monde, hein. Ils en ont parlé sur les chaînes d'information. Là, ça y est, c'est rentré vraiment dans les mœurs. Ouais, c'est vrai, j'ai été étonné de regarder sur les chaînes d'infos un petit bandeau qui tournait en mode clair-obscur. Enfin mince, je l'ai dit. Bon, j'ai spoilé, mais vous le savez certainement. Clair-obscur a obtenu le meilleur jeu, le prix de l'année. Donc ouais, c'est vraiment rentré dans le mœurs. Ce qu'il y a à dire aussi, je trouve, Kira, avant de rentrer dans notre top 5 dans le vif, c'est les moyens mis en œuvre quand même pour cette cérémonie. J'ai trouvé qu'en termes de la scène, était vraiment somptueuse. On en parlera peut-être au fil et à mesure, mais il y avait beaucoup de guests, beaucoup de mise en scène, beaucoup de moyens, et ça devient, au-delà des prix et des trailers, un vrai show, je trouve, qui est assez sensationnel parfois à regarder. Exactement. Après, quand on voit le prix des trailers au Game Awards, c'est limite le Super Bowl, quoi. Donc, ils ont du budget, ça se voit, et ils ont raison d'en profiter. Hein. Ils ont fait vraiment une grosse cérémonie à l'américaine. Oui, c'est vrai, il y avait des prix qui ont passé, en termes de rumeurs, mais c'était 450 000 à 1 million, je crois. 450 000, ouais, les 60 secondes. Et à 1 million... Et le 3 en minutes, fonction ouais. aussi de l'heure où c'est diffusé, parce que c'est une cérémonie qui dure longtemps, donc quand on arrive aux heures où tout le monde est connecté, plutôt aux États-Unis, évidemment pas chez nous à 1h30, mais c'est plus en plus cher. Après, c'est pas un événement caritatif, c'est vraiment un coup de projecteur, c'est devenu un des événements les plus regardés au monde. Donc pour les studios, ça devient un enjeu et c'est un coup marketing finalement comme un autre. Moi, je ne suis pas en tout cas choqué par ça. Parce que c'est de la publicité en fait, hein. C'est mettre en avant son jeu, son œuvre. Après, il y a aussi les personnes qui peuvent assister à la cérémonie qui sont pas invitées. A priori, il y avait une tarification aussi qui a été... Alors, c'est pareil, on est de l'ordre de la rumeur, mais on serait entre $60 et $1000 en fonction de l'emplacement où tu te trouves en fait. Donc voilà, donc je pense quand même qu'avec le record d'audience, le nombre de vues, je pense qu'ils rentrent quand même largement dans leurs frais. Oui, je pense qu'ils font en effet leur oseille. Donc j'ai entendu comme toi que les personnes payaient pour assister dans le public. En fait, les invités, bien sûr, ne payent pas. Par contre, s'ils veulent venir avec leurs équipes, toute l'équipe n'est pas invitée en fait. Et donc ceux qui sont pas invités, forcément payent la possibilité d'assister en fait. C'est pour éviter qu'il y ait un studio de 600 personnes qui déboule d'un coup, je pense. Oui, pour les nommer, j'avais entendu 2 personnes invitées et le reste, en effet, il fallait payer. Peut-être avec une limite, en effet, parce que si t'as tout Bethesda qui arrive, voilà. C'est un peu relou, quoi. Si t'as Rockstar qui déboule, ils sont 3000, bon. Et aussi, dans la cérémonie, il y a des vrais spots de pub. Hein. Par exemple, Capcom, j'imagine, ils ont payé leur tranche pour faire une publicité du remaster de Onimusha 2, des jeux qui sont en réduction sur les différentes plateformes. Il y avait Nintendo qui a payé pour un petit spot où on voit Duskblood, on voit Metroid Prime 4. C'est aussi sponsorisé par Spotify. Il y a certains awards qui étaient poussés par Spotify. Donc oui, c'est un événement très festif, c'est un vrai show
commercial. Je pense qu'il faut le voir comme ça, et à partir du moment où on a intégré ça... Comme toutes les remises de prix, en fait. Tu regardes le festival bien de sûr. Cannes, c'est pas le festival le plus, le plus sobre, on va dire. C'est pas les Restos du Cœur. Quoique les Restos du Cœur, c'est un peu pareil maintenant, mais c'est pas les Restos du Cœur. Ceci étant dit, on donnera notre avis plus global à la fin. Comme on le disait, je te propose, Kira, qu'on passe dans notre petit top 5. Et je te laisse commencer. Vas-y, Kira, on t'écoute. Alors, c'était dur. Il y avait beaucoup de choses à se mettre sous la dent. Donc, j'ai dû faire des choix et donc j'y suis allé vraiment par étapes. En top 5, j'ai mis Control Resonant, qui est prévu tu l'as pour mis en top 5 2026, d'accord. tout à fait. Pourquoi ? Parce que c'est la suite de Control. Je suis fan du studio Remedy, ça c'est pas un secret. Là où je l'ai mis en top 5 et il est pas plus haut, c'est tout simplement parce que le gameplay a l'air d'avoir beaucoup changé. Là, on est vraiment sur des bases de coups au corps à corps, contrairement au premier Control où c'était vraiment du gunfight. Donc ça a l'air d'être un jeu différent, on va dire même limite un spin-off. Donc j'attends de voir ça. Après, j'aimais beaucoup le personnage du premier jeu Control. Là, on joue son frère. Moi aussi. Donc du coup, c'est vraiment pour moi un nouveau jeu en fait. C'est pas une suite, c'est comme si c'était une nouvelle itération dans le Remedyverse. Donc voilà, ce que j'ai vu m'a plu, ça m'a hype, c'est pour ça qu'il est top 5, mais il y a d'autres choses derrière qui m'ont plus hype. Bah tu vois, je pensais que tu l'aurais mieux positionné. Parce que je me suis fait, comme d'habitude, les petites annonces qui, à mon avis, t'ont séduite, et je l'avais mis dedans, mieux positionné. Mais pareil, moi, c'est dans une de mes mentions, donc comme ça, très bien. J'aurais pas trop de mentions parce que voilà, j'en avais noté quelques-unes. Mais quand même, ce qui est à dire, le show toujours sur scène, où ils ont commencé par faire léviter des gens carrément sur scène, des vrais gens, tu sais, à la Control, où... on dirait un peu des poupées de chiffon dans les airs et tout, comme dans le jeu. Et ça, j'ai trouvé que ça envoyait vraiment du lourd en termes de show. Et le trailer était très beau. Et en effet, on voit à la fin le héros avec une énorme masse avec sa télékinésie qu'il a constituée lui-même pour en effet fracasser les mecs. Un peu à la Dead Rising. Enfin, ouais, à voir si ça se transforme vraiment en beat'em all un peu vénère. Ça m'a... Alors, j'ai toute raison gardée bien sûr, mais ça m'a un peu fait penser à Devil May Cry dans le gameplay, donc je pense pas que ce sera aussi poussé qu'un Devil May Cry, quoique avec Remedy on n'est pas à l'abri, mais ça m'a beaucoup fait penser à ça, parce que ça a l'air d'être très nerveux quand même. Ouais, moi je salue la prise de risque, parce que comme tu dis, ils changent pas mal. Oui, parce que c'est que du flingue d'habitude chez Remedy, quoi. Ouais, carrément. Donc à voir, travail incroyable sur le son. Enfin franchement, ouais, comme toujours. San Francisco, quoi. On n'est plus enfermé dans un bâtiment comme dans le premier Control. Là, on a l'air d'être dans un monde qui est quand même plus ouvert, moins anxiogène. Donc vraiment, j'ai l'impression que il aurait pu s'appeler autre chose que Control. J'aurais dit why not, quoi. Donc c'est Control Resonant, ton top 5. Ouais. Moi, mon numéro 5 va un petit peu t'étonner. On en parle très très peu de cette saga, pourtant qui est assez prolifique. C'est Ace Combat 8. Ah ouais. Wings of Steve. On a toujours à la manœuvre Kazutoki Kono, qui est là depuis le premier volet. Ça me fait penser un peu à Gran Turismo, tu sais, avec Kazunori Yamoshi qui est là depuis le début. Lui, pareil, c'est lui qui suit toute la série depuis toujours. Voilà, c'est le taulier. Et en fait, si tu veux, j'ai adoré vraiment le dernier film Top Gun avec Tom Cruise. Ouais, moi aussi. Et j'ai trouvé qu'il y avait un peu de ça. Où c'était un peu plus scénarisé, où tu démarrais sur le porte-avions, etc. Donc Ace Combat, je l'ai pas dit, mais c'est les combats d'avions, avions de chasse, aériens, exactement, à la Top Gun. Donc là, on passe sur Unreal Engine 5 avec leur technologie propriétaire Cloudly pour faire des multicouches de nuages plus réels, avec un sentiment de réalité. Il est prévu pour 2026 sur toutes les consoles sauf Nintendo Switch 2 pour l'instant. Et ça m'a fait très envie. J'ai trouvé, comme je te dis, le côté plus scénarisé avec des séquences narratives en vue FPS. On sait que le scénario est écrit par Sunao Katabushi, qui est auteur des épisodes les mieux reçus de la saga. C'est pour fêter le 30e anniversaire de la franchise. Ça nous rajeunit pas, parce que moi je me rappelais, je jouais ça sur PS1, je pense. Ouais, Ace Combat, ouais. Avant c'était Air Combat, je crois, le premier. Après c'est devenu Ace Combat de mémoire. Ok. Moi j'avais toujours ce truc d'Ace Combat. C'était Air Combat même sur Mega Drive, et c'est devenu Ace Combat sur PlayStation. Alors je dis peut-être une connerie, mais là je vais fouiller vraiment dans les tréfonds de ma mémoire. En tout cas, voilà. Moi, ce qui m'a plu, c'est ce côté un peu plus narratif.
ils promettent encore plus de sensations de vitesse, donc ce qui est cool quand on est en avion de combat. Bah, surtout que c'est difficile, mine de rien, quand t'es dans les airs, de donner de la sensation de vitesse, en fait. Parce que t'as pas de repère terrestre, en fait. Ouais, t'as que des nuages, tout à fait. Très bonne remarque. Et du coup, moi, quand j'ai vu ça, je me suis dit, ce serait pas mal de parler de cette saga. Elle revient en 2026 avec un bel épisode. Donc, je pense que ça vous fera une petite chronique qui changera un petit peu de l'ordinaire. Exactement. Ton top 4, Kira, alors vas-y. Alors, pour mon top 4, j'ai mis... Alors, c'est un studio que j'aime beaucoup, c'est un style de jeu que j'aime beaucoup, et c'est une licence que j'aime beaucoup. Donc, imagine, ça fait un sacré croisement. C'est Total War Warhammer 40 000. Ah, d'accord. De Creative Assembly, parce que j'adore la saga des Total War, j'aime beaucoup les jeux de stratégie. Je sais qu'à l'époque, j'avais poncé Rome Total War, mais bien. Très bon. Et c'est vrai que là, du coup, Warhammer 40 000 étant ma licence Warhammer préférée, parce que je préfère la version futuriste que la version Dark Fantasy, pour le coup, qui est plus dark, et de voir ça, c'est Creative Assembly aux manettes, c'est vraiment un jeu pour moi, quoi. Eh ben écoute, tu me surprends beaucoup avec ton top. Je l'avais pas vu non plus venir celui-ci. Control, je l'avais vu venir, mais je le voyais mieux placé. Mais Total War, donc Warhammer 40 000, en effet. C'était rigolo, c'était l'acteur de Stranger Things, dont tu dois avoir le nom. Ouais, David Harbour. Voilà, qui a remis le Wars, donc c'était assez rigolo. Moi, j'adore les Total War aussi, mais je suis plutôt Total War Shogun 2, qui est un de mes Total War préférés, que j'aime énormément, donc avec Japon médiéval. Donc ouais, très cool. Ce que j'ai beaucoup aimé dans le trailer, alors je sais pas si ça va être possible comme ça en jeu, mais on voyait vraiment, tu vois de près une scène de bataille, quoi, classique, on est dans un Total War. Ouais, où tu peux zoomer tu peux zoomer jusqu'au personnage, tout à fait, et tu peux aussi dézoomer, et là t'arrivais avec les vaisseaux spatiaux, après le côté interplanétaire, le cosmos, etc. Donc t'avais un système de dézoom qui avait l'air ultra puissant, à voir si c'était pour le trailer. Mais en tout cas, ça avait l'air... Alors, j'ai été voir sur Internet, a priori, c'est vraiment de la composante du gameplay, en fait, où tu pourras faire une bataille intégrale sur une planète avec plusieurs escouades. Et en fait, tu vas pouvoir dézoomer jusqu'à ton QG du vaisseau, en fait, pour pouvoir attaquer derrière. Ils n'ont pas parlé de combats spatiaux, mais j'ai l'impression que le jeu se rapproche du 4X par moment. Et c'est totalement dingue. Parce que si tu peux suivre ta bataille terrestre, après aller sur une bataille un peu plus aérienne, d'avion, après plus de vaisseaux spatiaux, après plus intergalactique, ça a l'air assez fou. Bah oui, ça va être incroyable. Donc, et puis tu vois, ça fait... ça montre un côté next-gen au jeu, sans pour autant être époustouflant graphiquement, mais tu vois, tu utilises quand même la puissance des machines, et c'est carrément cool. Exactement, tout à fait. Mon top 4 est un, j'allais dire petit jeu, mais quand on dit ça, c'est forcément pas péjoratif. C'est Orbital de Kepler. C'est un jeu en cel shading, Kira, et qui est dans la pure lignée des jeux de Joseph Fares. Donc tu sais, les jeux en coop à la Split Fiction, à la It Take Two. Et là, on va suivre deux petits spationautes, je dirais. Ils s'appellent Mika et Omura. Ils sont deux explorateurs et ils doivent sauver leur station spatiale qui est en ruine d'une tempête cosmique surnaturelle. Donc plutôt cool. Et c'est surtout le côté hyper cel shading, animation un peu japonaise, mais avec quand même des relents un peu de BD franco-belge à la Mobius, tu vois. Et c'est super joli. Et la promesse de ce jeu en coop, la Split Fiction fait évidemment très envie, avec des gameplays qui changent. Voilà, tu vas aider l'autre à progresser avec un gameplay différent. Donc je suis très chaud pour ces jeux-là. Il sort d'abord sur Nintendo Switch 2, Kira, en exclu. Et peut-être qu'il sortira ailleurs après, ce serait cool. Mais en tout cas, ça a été un très gros coup de cœur pour moi de direction artistique et de gameplay. Moi, ce que j'ai vu m'a beaucoup plu aussi. J'ai déjà commencé à faire chier ma pote pour pouvoir le faire. C'est vrai qu'on avait fait Split Fiction, on s'était bien marré parce qu'il y avait une bonne... on était très concordants dans notre façon de jouer, donc du coup, c'était très optimisé, tu vois. Et je me dis que sur ce jeu-là, on pourrait retrouver un petit peu les mêmes vibes. Donc à voir. Là, elle est moins intéressée que... Mais bon, du coup, il faut que tu travailles. Moi aussi. J'ai envie de le faire, celui-ci. Il faut vous faire investir dans une Switch 2. Donc pareil, moi j'ai mon collègue de jeu pour ces jeux-là et il n'a pas la Switch 2. Donc voilà, il faut peut-être investir. Mais en tout cas, 2026, c'est bientôt et c'est tout mignon.
ton top 3, Kira. Alors, mon top 3, en fait, c'est lié au teaser qu'on a eu depuis quelques semaines c'est mon top 1. C'est sur mon Internet. C'est Divinity 3 de Larian, voilà. Donc, c'est pour ça, je savais que c'était ton top 1, je vais te laisser en parler. Mon top 3, pourquoi ? Parce que, bon, déjà, le teaser est très beau, très crado, faut dire ce qui est. C'est très dark et tout. Moi, ça, c'est totalement ma cam, ça m'a bien parlé. Après, ça reste juste un teaser, sans date de sortie. On sait que Baldur's Gate 3 a mis énormément de temps à sortir, donc c'est vraiment pour dans longtemps. Donc c'est pour ça que je l'ai pas mis plus haut. C'est tout simplement parce que je pense que la fête de sortie, ça sera pas avant 3 ans, à mon avis. Alors oui, c'était en effet le teaser dans le désert. Donc moi, c'est mon top 1. J'avais peur que ça soit un teaser foireux à la Diablo, tu sais, genre qui nous annonce une extension dégueulasse ou quoi. Et en fait, non, pour le coup, de teaser le prochain jeu de ceux qui ont gagné le Game Award l'année dernière, c'est beau gosse. Celui d'avant même, parce que c'était Baldur's Gate 3 l'année dernière. Ah oui, celui d'avant, ouais, ça passe vite. L'année dernière, c'était Astrobot. Mais ouais, en fait, moi, c'est un de mes studios préférés, donc Larian, qui ont connu des galères de fou. Leurs jeux n'ont pas toujours bien marché. Ils ont fini par faire. Avec Baldur's Gate 3, ils ont galéré. Jusqu'à Baldur's Gate 3, tout à fait. À la base, ça devait sortir sur la console de Google, la Stadia. Le petit service en streaming en effet de Google qui s'est bien planté, et c'est un studio qui revient tellement de loin, un studio belge en plus, qui sont à fond. Je sais pas si tu te souviens, mais lors des Game Awards, ils étaient venus en armure. C'était Sven Vink, il s'appelle, quelque chose comme ça. Oui, c'est très nordique. Je suis pas trop sûr. Ouais, mais c'est des gens hyper passionnés, ils aiment ce qu'ils font. Divinity, c'est finalement une très grosse série. Moi, j'avais commencé sur Divinity. Après, il y a eu Beyond Divinity, plusieurs itérations de Divinity 2, et enfin Original Sin avant Baldur's Gate 3. Et c'est le seul que j'ai fait, moi. Il est très très cool, Original Sin, et en fait c'est là que tu vois que c'est un Baldur's Gate en puissance. Ouais, c'est ça, c'est on va dire, j'aime pas dire le terme brouillon parce que je trouve ça connote très péjoratif, mais on sent que c'est un prototype, on va dire, de ce qui est devenu Baldur's Gate, et j'espère que Baldur's Gate 3 est un prototype de ce prochain Divinity en fait. Donc je l'ai mis dans mon top 3, c'est plus pour les ambitions que je me crée autour de ce jeu. Et donc ouais, ça fait rêver parce qu'ils ont eu le succès, ils ont l'argent maintenant, ils ont le budget, tout va bien pour le studio, ils sont vraiment en odeur de sainteté. Ils ont enfin réussi à sortir de leur galère. Donc c'est vraiment un studio de passionnés qui aiment par-dessus tout ce qu'ils font. Et on voit en effet que Baldur's Gate 3, c'est leur énorme tremplin vers ce qu'ils ont toujours voulu faire, donc leur franchise qu'ils aiment, Divinity, avec un côté moins générique. En termes d'heroic fantasy, on est vraiment dans de la dark fantasy. Le trailer était très sanglant, comme tu l'as dit, très gore, ou avec une direction artistique qui est à part entière, qu'on reconnaît. Ouais, le mec qui se fait cramer avec le gamin qui pleure, enfin, c'était super dark et tout. Et c'est ce que j'attends justement, c'est ce côté sans concession. Et là aussi, dans la scène, sur scène au Game Awards, il y avait des figurants en costume, il y avait des acrobates. Ils ont cramé un mec. Quand même pas, mais ils étaient à deux doigts de le faire. Donc d'énormes moyens mis en scène, et c'était, je pense, un des points culminants de la cérémonie, avec un très très beau trailer et beaucoup de mise en scène. Mon top 3, pardon, maintenant que je me suis fait spoiler mon top 1, mon top 3, c'est Tomb Raider Legacy of Atlantis. Et bah, c'est mon top 1. Ah bah tiens. Sauf que moi, j'ai un peu grugé, c'est que j'ai mis les deux parce que bah forcément Lara Croft quoi. Et bah tant mieux, je te ship à ton top 1, mais moi j'ai fait un focus sur celui-ci. Donc ça te laissera tout à fait la place de parler de l'autre dans ton top 1. Donc celui-ci est une version remake du premier, mais en version anniversaire, avec le grappin, avec tout ça. Exactement. Et moi, je suis chaud de ouf. Donc, il y a eu 2 Tomb Raider annoncés. Je parle pas du deuxième, tu le feras. C'est celui qui me branche le plus des deux. Donc, il sort en 2026. Tout y est. Moi, j'ai beaucoup de nostalgie pour ce premier volet de Tomb Raider. Parce que c'est celui qui, je trouve, représente le plus la partie archéologie presque du personnage, la partie aventure, plus seul au monde, dans des terres dévastées et dangereuses surtout. On a les T-Rex, on a les dinosaures, ce qui m'a fait assez plaisir. On a eu les petites acrobaties, le saut de l'ange et tout. On a tout eu. Donc c'est un trailer bardé de références qui m'ont beaucoup parlé, des références nostalgiques. Et surtout, je pense qu'on peut en parler maintenant,
je trouve cette itération de Lara Croft géniale. J'adore son design, je la trouve très bien et ça me chauffe à fond. Alors moi aussi ça me chauffe à fond pour plusieurs raisons, parce que déjà Lara Croft c'est la femme de ma vie, hein, donc ça c'est pas voilà, hein, c'était une petite aparté comme ça. Déjà parce que j'avais très très peur, sachant que Tomb Raider était parti dans le giron d'Amazon et quand on voit un peu la conjoncture actuelle avec les personnages féminins dans le jeu vidéo, je vais le dire clairement, j'avais peur qu'ils en fassent une mocheté, hein. C'est ce qui se passe assez régulièrement dans les jeux actuels. N'en déplaise à certains, c'est pas le cas, donc certains disent que c'est un peu le cliché de la nana ou quoi que ce soit, peu importe. Moi, Tomb Raider, quand je pense à Lara Croft, j'imagine un archétype de personnage. Et là où je suis satisfait, c'est que cet archétype est respecté. Donc on part pas dans l'abus comme dans les premiers Tomb Raider, où c'était un bonnet et une nana toute fine. Non, là on voit qu'elle est musclée, on voit qu'elle est fit. Athlétique. Voilà, elle est athlétique, elle est fit, ce qui est cohérent avec ce que traverse Lara Le Croft personnage, bien dans sûr. ses aventures, parce que mine de rien, elle fait de l'escalade, elle se bat, elle fait de l'apnée, enfin je veux dire, ça doit être une personne qui doit être suffisamment aguerrie, et donc ça, pour le coup, ça le fait. J'ai moins d'affect que toi sur le tout premier Tomb Raider. Pourquoi ? Parce que même si j'ai aimé les premiers Tomb Raider à l'époque, je trouve que c'est des jeux qui ont extrêmement mal vieilli dans leur gameplay et dans leur façon d'appréhender les niveaux 3D ou même se battre contre des dinosaures. Moi, en l'occurrence, je suis plus attaché à la dernière trilogie. Il m'a beaucoup plu parce que là, on avait une réelle évolution du personnage, de son origin story, où on peut dire elle était en fin d'adolescence, elle avait 18 ans, quoi, jusqu'à les événements de Shadow. Et justement, la suite de ce Tomb Raider-là, donc qui est prévue, je pense, pour 2027, sera dans la lignée de cette dernière trilogie. Et moi, c'est ce qui me hype le plus, en fait, parce que j'ai envie de voir l'évolution de cette Lara Croft avec toutes les erreurs, en fait, qui l'ont rendue si humaine dans la dernière trilogie, justement. Parce que dans les premiers Tomb Raider, Lara Croft, c'était un peu un bulldozer, quand même, la fille. Hein. Elle était, je parle pas du gameplay, je veux dire, elle était juste... c'était un petit peu l'équivalent de la Marisou, tu vois. C'était une personnage qui était assez hautaine, mais qui était très très forte, et qui était peut-être même trop forte. Là, on a retrouvé un personnage qui avait des failles dans la dernière trilogie, et j'ai envie de voir l'évolution justement de cette Lara-là. Et je crois par contre que ça prend place plutôt après la première trilogie, hein. C'est pas en lien avec la dernière, à confirmer, mais j'ai cru comprendre ça. Alors, moi, j'avais cru ça au départ, mais en fait, quand tu lis le truc, ils sont quand même gardés, parce que ça reste Crystal Dynamics aussi, donc ils ont gardé justement la lignée en fait des scénarios des 3 premiers, donc c'est pas un reboot ou une suite des autres, c'est vraiment une évolution de la Lara Croft qu'on a vu dans la dernière trilogie pour le coup. Je pense que le Legacy of Atlantis, c'est vraiment un beau cadeau aux fans, hein, déjà, faut dire ce qui est, peut-être l'occasion de moderniser justement ce jeu-là, et aussi peut-être de patienter sur le prochain Tomb Raider qui a l'air quand même beaucoup plus ambitieux en termes de narration. Et donc celui-ci sera interprété par Alix Wilton Regan, une actrice bien connue parce qu'elle avait fait Dragon Age Inquisition, Cyberpunk, exactement, Mass Effect 3. Et je vais citer Crystal Dynamics qui disait « 2026 marquera le 30e anniversaire du premier Tomb Raider. C'est donc le moment idéal pour revisiter l'aventure qui a tout déclenché. Pour les fans de longue date, c'est l'occasion de revivre l'aventure sous un nouveau jour. Pour les nouveaux joueurs, c'est la découverte d'un chef-d'œuvre, je suis tout à fait d'accord avec ça, avec un gameplay modernisé. Il s'agit d'une réinterprétation permettant de concrétiser la vision originale, impossible à atteindre avec la technologie actuelle, parce que ce sera en plus du Unreal Engine 5. Et il y a deux studios commandent Crystal Dynamics et les Polonais Flying Wild Hog. Donc ça inaugure du très très bon. Moi, des deux, c'est, je pense, le seul que je vais faire et le seul qui m'intéresse. D'accord, je ferai les deux moi de toute façon, mais oui, c'est plus... Moi, c'est vraiment le Cataclysme qui m'intéresse le plus pour Alors, le coup. ton top 2, Kira, je crois, a perdu le fil, on en est à 2, il me semble, pour toi. Alors, pour le top 2, moi j'ai mis Star Wars Fate of the Old Republic, donc RPG d'action solo, c'est Kaze Hudson, le directeur de la trilogie Mass Effect, et qui a bossé sur KOTOR, donc c'est, on peut dire, une suite de Star Wars Knights of the Old Republic. Donc forcément... je pensais que c'était ton top 1. Ouais, non, ça s'est battu de peu, mais encore une fois, j'ai privilégié le gameplay. Et j'expliquerai parce que dans mes manques, il manque quelque chose et pourquoi je l'ai pas mis plus haut en fait. Déjà parce que c'est un teaser en image de synthèse, on ne sait pas quand le jeu va sortir.
Et ça m'embête, les jeux qui sont annoncés bien trop tôt, parce que du coup, ça crée une hype au début, et après, pour moi, il n'y a plus rien, en fait. Et ça, je trouve ça dommage. Après, quand je vois le pédigré du gars, je me dis on peut se retrouver face au meilleur jeu Star Wars ever, sachant que Star Wars KOTOR, le premier, est le meilleur jeu Star Wars ever, donc bien sûr, je suis pas objectif sur le coup, mais voilà, c'est ce que je recherche, moi, c'est du RPG, de la création de personnages, l'ancienne République, que je trouve beaucoup plus intéressante que ce qu'on voit maintenant avec l'ère de la rébellion ou même la partie guerre des clones. Ça fait plaisir et ouais, je suis on fire. Et autre jeu Star Wars qui a été annoncé, je pense que ça fait ni partie de ton top ni du mien, mais oui. c'est le Star Wars Racer. Ouais, moi, j'ai un ami qui est ultra fan et il me fait déjà du lobbying actif pour jouer ensemble. Toi, est-ce que t'es chaud, ça? Moi, je suis assez hermétique aux courses pas du tout, pod, clairement. Mais ça te fait pas rêver? Ça me fait pas rêver du tout. Alors déjà, les jeux de course à la base, c'est pas trop ma cam. C'est vrai que c'est pas ton dada. À part du Mario Kart ou des jeux où tu peux casser des voitures, je dis pas. Mais de la jeu de course pour la course, j'ai beaucoup aimé Wipeout, il fut un temps. Mais j'ai essayé de le relancer sur PS3 dernièrement, et c'est vrai que c'est plus du tout mon style de jeu. Pour moi, le dernier Mario Kart a été une déception. Donc, soit je m'éloigne du genre de course, après c'est peut-être ma sensibilité, soit il n'y a pas de jeu qui me marque, et clairement de la course de pod, limite j'attends plus comment il s'appelle, le Star Wars qui sort l'année prochaine, que j'ai mis dans le planning de test. C'est Star Wars Company Zero, je crois. Alors, je sais plus, c'est comme ça. Le jeu fait par les créateurs de comment, tu sais, le jeu de XCOM, par les créateurs de XCOM, en fait. Okay. Zéro Compagnie. Zéro Compagnie, c'est ça, où tu vas jouer justement une escouade pendant la guerre des clones. Ça me hype de fou. Pour ma part, le top 2, c'est un jeu qu'on avait déjà vu. Mais il m'a réhabilité avec le jeu. C'est le nouveau trailer de Resident Evil 9. Moi aussi, ça m'a hypé de ouf. Voilà, parce que j'étais moyen chaud. Et forcé de constater que ce trailer envoie du lourd. Donc on le savait, Léon était de retour, mais là on le voit, on l'a vu. Léon est de retour. Il a une bonne gueule. Une cinquantaine d'années, qui semble d'ailleurs un petit peu infecté dans le cou. Alors soit il a passé une rude soirée avec des suçons dans le cou, ou soit il est infecté, on verra. Un peu les deux, mais en tout cas, ça fait grave plaisir. Le trailer est bien. Il y a l'air d'avoir une vraie relation qui se noue entre ces deux personnages. Donc on peut imaginer que Léon va sauver la vie de l'autre héroïne dont j'ai déjà oublié le nom. Mais en tout cas, ça promet. C'est le 27 février et enfin, j'ai envie de jouer à ce Resident Evil 9 grâce à ce nouveau trailer. Alors moi aussi, beaucoup. Alors il y aura deux scénarios, un avec Léon et un avec... je me rappelle plus comment il s'appelle. Ah ça a été démenti, je crois. Je sais pas, j'ai lu ça encore tout à l'heure avant de commencer. Non, enfin moi j'ai vu que ça a été démenti, qu'il n'y aurait pas deux scénarios mais un seul. Et ils alterneraient. À voir, du coup. J'ai l'impression que son truc à elle, ça va être du cache-cache face à plusieurs ennemis différents. Je t'avoue, c'est pas vraiment ce que j'ai envie de faire, parce que je l'ai déjà fait dans Resident Evil 7 et Resident Evil 8. Voilà. Par contre, la partie avec Léon me tente beaucoup. En plus, maintenant, j'ai la même coupe de cheveux que Léon. On n'arrête pas de me le dire. Donc, tu vois, je m'identifie davantage au personnage. Ça m'a hypé beaucoup plus. Ce que j'ai vu, en tout cas, ça a l'air quand même très joli. Le Resident Evil Engine, encore une fois, fait quand même des miracles. Je me suis posé une question, je sais pas si t'as remarqué, quand ils ont publié l'affiche de Resident Evil, t'as l'impression qu'il y a un slot manquant, comme si on allait avoir un troisième personnage. On a Léon. J'ai pas eu cette impression. En fait, on a Léon, regarde bien l'affiche, tu vas voir, ça forme une espèce de T, tu vois, où on a Léon, à gauche, on a, je me rappelle plus du personnage féminin, et à droite, t'as l'autre partie du T, mais comme si c'était vide, et c'est étrange comme façon de présenter la chose. Et je me demande si on va peut-être pas avoir Rose, du coup, qui serait peut-être là pour peut-être des missions ou quoi que ce soit. Donc voilà, on va voir, mais je spécule, mais j'aimerais beaucoup en tout cas. En plus, t'as vu le plus gros placement de produit à Porsche qui a eu lieu dans la cérémonie. Quand même, tu veux faire de la pub pour une Porsche, vas-y, tu le mets dans le trailer de Resident Evil, ça marche du feu de Dieu. J'ai envie de conduire un Porsche Cayenne maintenant. Et ton top 1, du coup on le connaît, le deuxième Tomb Raider, si tu veux en redire un petit mot. Alors, j'ai toujours laissé les deux quoi qu'il arrive, mais oui, Tomb Raider Cataclysm, parce que tout ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est ce que j'ai envie de voir dans la saga Tomb Raider. C'est
Encore une fois, Lara Croft, c'est un personnage que j'aime beaucoup. J'ai adoré, alors beaucoup de gens n'ont pas trop aimé le dernier Tomb Raider, mais moi j'ai bien aimé le Shadow of Tomb Raider parce que on retrouvait une Lara qui se rapprochait plus de la première Lara Croft, c'est-à-dire plus aventurière, où on pouvait se cacher dans la boue pour pouvoir prendre par surprise les personnages, où il y avait vraiment des scènes d'action folles, dignes vraiment d'un Uncharted. Je repense à la scène de coulée de boue où on est sur un toit et on doit avancer de toit en toit, qui est assez incroyable. Et j'espère retrouver cette vibe-là dans celui-ci, parce que mine de rien, je crois que le dernier est sorti en 2018, je crois. Donc, ça commence à faire un peu de temps. Ça commence à faire, et surtout on n'avait plus de nouvelles. Entre-temps, la licence avait été rachetée et tout. Donc pour moi, c'est quelque chose d'assez incroyable. Le visage de Lara Croft avait leaké sur Internet quelques heures avant, et dans l'euphorie, je me suis emballé, je les avais publiés avant de les retirer. Mais j'ai été vraiment on fire comme je l'ai pas été depuis longtemps. Parce que c'est vrai que cette année, même si j'ai eu de très grands jeux vidéo, et j'ai certains jeux vidéo qui font partie de mes préférés, qui étaient assez folles, en termes de conférences, pour moi, c'était encéphalogramme plat. Hein. La conférence des 40 ans de Mario, elle était pourrave, parce que tu fais une conférence sur 40 ans de Mario, tu ne sors pas de jeu Mario, pour moi, c'est un scandale. Les derniers PlayStation Showcase, c'était pas ouf non plus. Et bah là, ça m'a fait plaisir de voir. Il n'y a pas eu de PlayStation Showcase pas Showcase. State of Play. State of Play, tout à fait. Ah oui. Ça m'a fait plaisir de voir donc des licences que j'affectionne. Bien sûr, il y a un peu de nostalgie là-dedans, même si je suis pas autant nostalgique que toi avec le premier. Mais surtout, ce qui m'a plu, c'est qu'il y en avait pour tous les goûts, quoi. Vraiment, il y avait plein de jeux et j'ai galéré à faire un top 5, quoi. Ouais, c'est vrai que cette année, il y a beaucoup de diversité dans les jeux. Il y avait beaucoup de trailers, beaucoup de nouveautés. C'est là où je disais un peu en préambule que Jeff Keighley avait un peu raflé la mise. C'est que les autres conférences... après, je pense que c'est... Non, parce que je pense qu'elles n'ont pas le même but, en fait. Là, on est sur une conférence qui est très clinquante, très belle. Moi, j'ai passé un moment exceptionnel. Mais par contre, on est sur, en effet... des trailers qui ont souvent très peu de dates, moins de gameplay. On est davantage à se projeter, à avoir des world premières. Et c'est très bien dans ce genre de cérémonie. Je pense que c'est leur place. Et les autres constructeurs, quels qu'ils soient, Nintendo, Xbox ou PlayStation, sont davantage court-termistes avec des jeux qui arrivent pour relancer justement la hype, pour donner envie aux gens de jouer aux jeux qui arrivent cette année. Avec plus de gameplay, beaucoup plus de dates. C'est d'ailleurs ce qu'on relevait sur les dernières conférences où on avait beaucoup de dates et dates assez proches, que là, c'est un revers un petit peu différent et je trouve que ça, finalement, ça se complète plutôt bien. Donc, je trouve qu'elle ne dévalorise pas forcément les autres, plutôt elle se complète et on n'y voit pas la même chose. Et c'est en ça, je trouve que c'est une conférence, une cérémonie plutôt qui a eu une belle saveur. J'ai passé un très bon moment. Là-dessus, moi, je suis pas d'accord, parce que les autres conférences, l'intérêt, quand même, c'est de te donner envie des jeux et de créer une hype, comme t'as dit, et ce qui est pas le cas, en fait. À chaque fois, on voit un enchaînement de trailers qui, au final, c'est, même s'ils te présentent des jeux, je suis désolé, mais ça reste le minimum syndical, en fait. J'ai l'impression encore une fois, 40 ans de Mario, tu sors pas un Mario, tu sors une pauvre compile avec 2 émulations de Mario Galaxy, enfin... Non, je suis désolé, pour un fan de Nintendo, pour moi c'est scandaleux, quoi. Mais après, je vais pas tirer que sur Nintendo, bien entendu, parce que chez les autres c'est pareil, il y a qu'à voir les dernières conférences Microsoft ça fait également. Très ciblé Nintendo. Après, Nintendo, ouais, mais je contrebalance avec ton fanboyisme, en fait. Ils ont eu, si tu veux, leur grosse... D'ailleurs, ils étaient assez absents des Game Awards, mais pas que Nintendo, pour pas faire de focus sur tel ou tel constructeur. J'espère qu'ils vont faire un beau Nintendo Direct. Mais même PlayStation était très absent de cette cérémonie des Game Awards en termes de trailer. Xbox aussi, on sait qu'Xbox se réserve beaucoup de cartouches avec l'année prochaine et leur anniversaire. Ça serait bien qu'ils les sortent, les cartouches, un jour aussi. donc c'est vrai que moi, dans les petits regrets tout petits, j'en avais 2. C'est absence de date très souvent, où on sera sur des dates lointaines. Tu l'illustrais très bien. Ouais, je l'ai mis aussi dans mes manquements. Et nos 3 constructeurs, quels qu'ils soient, qui étaient plutôt absents de cette cérémonie. Mais ça n'empêche pas que finalement on peut faire sans leur jeu, puisque la cérémonie était quand même très très chouette. D'un côté, moi je préfère aussi, vu que les constructeurs ont leur propre canaux de diffusion, format, en fait, où ils peuvent présenter leur jeu.
le fait qu'ils ne soient pas là ne me choque pas, en fait, parce qu'après, ils peuvent toujours communiquer. Le truc, c'est qu'il faudrait qu'ils communiquent bien, ça, c'est encore autre chose. Par contre, je suis d'accord avec toi, c'est bien, c'est que ça met l'accent, du coup, sur d'autres jeux, en fait, carrément. donc des éditeurs tiers. Je vois Larian, ils vont pas faire un Larian direct, en fait, ça sert à rien, ils ont juste un jeu, en fait. Donc, ils ont tout à fait l'occasion de briller via cette cérémonie, et c'est ça qui est cool. Par contre, là où je te rejoins, mais totalement, c'est le manque de date, en fait, encore une fois. Là, on me présente un Star Wars qui me tente de ouf, et je me dis que le jeu va sortir en 2028-2029. Qu'est-ce qui va se passer d'ici 2028-2029 ? On sait jamais, hein. Ça se trouve, je ne pourrai jamais y jouer, en fait. C'est très pessimiste, mais tu vois, ça crée une hype, mais la hype va se tarir, en fait. Et justement, on parlait des déceptions. Dans les manquements, ils ont présenté Star Wars Eclipse il y a genre 3 ans. Oui, c'est vrai ça. Mais personne n'en entend parler. Et moi, j'étais hypé. Je veux dire, c'est Quantic Dream. Ils vont faire du Star Wars. Ce que j'ai vu a l'air super beau. Et là, on nous représente 2 jeux Star Wars, qui sont certes faits par des studios différents, mais on ne parle pas de Star Wars Eclipse. Et du coup, voilà, la hype commence à se tarir. Et quand ils vont annoncer enfin le jeu, pour la relancer, ça va être compliqué. Enfin, en tout cas pour moi. On est plutôt d'accord sur les reproches à faire, entre guillemets, parce que c'était vraiment une très belle conférence, une très belle cérémonie. J'ai tout de même trouvé ça un petit peu long, même si c'était quand même 2 heures, ça passe bien. Ouais, mais c'était l'année, je trouve, la plus équilibrée quand même, où le rythme était le meilleur, où ils ont tenu compte vraiment, je trouve, des critiques faites les années précédentes. Il n'y a plus de voix off, il n'y a plus le slogan là, ils ont gagné là-dessus, ce qui était déjà le cas. Mais en tout cas, en termes de rythme, on est vraiment sur, je trouve, la conférence ou la cérémonie de la maturité. Le format est le meilleur qu'il ait eu sur toutes les précédentes. Ils ont raté par contre leur One More Thing. Pour moi, pareil, ça a été une petite déception. C'était High Guard. Je me rappelais plus du nom. J'ai écrit l'espèce de shooter free-to-play de la fin. Voilà ce que j'ai écrit, moi. Après, c'est un mix entre l'Heroic Fantasy, du Apex. Ça sort le 26 janvier 2026. Après, c'est pas notre cam aussi. Hein. Voilà, c'est pas notre cam. Il y a un segment. Si c'est bien fait, ça risque de marcher sur PC. Enfin, voilà. Il n'y a pas de problème. Mais en tout cas, moi, c'est pas le One More Thing que j'espérais. Ouais, et en ça, c'est une petite déception que j'ai eue malgré tout, même si globalement, c'était du haut level. Donc, évidemment, nos top 5 sont pas exhaustifs. Hein, ils nous appartiennent, mais il y a eu beaucoup d'autres jeux qu'on n'a pas cités. C'était dur. Ouais, c'était pas évident. Il y avait un jeu d'ailleurs, Gang of Dragon, je pensais que tu l'aurais mis, de Nagoshi Studio, parce que c'est un jeu de Yakuza, mais vraiment en mode parrain à fond. En plus, ça se passe à Kabukicho, donc à fond comme la saga des Yakuza. C'est très très beau. Il est dans mes mentions honorables, celui-ci. Enfin, du moins dans mes attentes. Je pensais que voilà, tu l'aurais mis. Moi, en petite mention, je vais pas reciter Saros, bon, j'ai fait beaucoup de lobbying déjà dessus, mais Pragmata, c'est le seul qu'on a eu une date. Je pensais qu'on aurait la date de Donimusha Way of the Sword, on a eu la date de Pragmata, et qui sort le 24 avril 2026, avec une démo. Il sort d'ailleurs sur Nintendo Switch 2 aussi, c'est assez rigolo. Il sort pas que sur les PS5 et Xbox, et il y a une démo sur Steam qui est dispo, donc je vais la faire sur ma Steam Deck. Moi, Pragmata, je l'ai mis toujours dans mes déceptions. Hein. C'est encéphalogramme plat. Je trouve ça, la direction artistique, je trouve ça extrêmement vilain. Après, ça reste subjectif. Et le gameplay, plus j'en vois, moins je suis. Moi, j'étais déjà pas emballé. C'était déjà le cas. Là, c'est pire. Hein. Clairement, vraiment, plus j'en vois, moins je suis intéressé, quoi. Parce que c'était pas mal, en plus on a vu un environnement urbain là où c'était très cloisonné avant, on a eu des méga boss. Ouais, mais c'est urbain, mais j'ai l'impression que c'est cloisonné pareil, quoi. Même si c'est. Enfin, ça a l'air ouvert, mais ça a l'air d'être du gros couloir à l'ancienne, en fait. Il y a une vibe jeu de l'ère Xbox 360, tu sais, où il y avait des cloisonnements de partout, qui est assez désagréable. Je pourrais pas finir ce que je voulais dire sur Pragmata, mais c'est pas grave. Je te propose qu'on passe sur les awards, parce qu'on a déjà bien papoté comme des petites familles. Dans mes déceptions, j'ai noté un autre truc, la bande-annonce de Street Fighter, on en parle ? J'ai beaucoup aimé, en tout cas moi, les gars sur scène, la bande-annonce. Ah oui, non, les gars sur scène, c'était cool. Mais la bande-annonce, ils étaient trop cool. Je trouve le casting, en tout cas, assez rigolo. Ça va être un bon nanar, mais... mais c'est ouf, parce que quand j'ai vu la bande-annonce, enfin... Au départ, en fait, j'ai vu la bande-annonce avant de voir le truc, et j'ai cru que c'était encore un fan-made, tu sais, qui a été fait en intelligence artificielle. Et je me suis dit, waouh, la vache, les mecs, ils sont allés loin dans le design jeu vidéo accurate, quoi, gaming accurate. Et quand je l'ai vu le truc, j'ai fait non, mais sans déconner, je veux dire, on trouve que le film de Van Damme, c'est un nanar, mais je pense que là, on est quand même un cap au-dessus, là. Hein.
Là, on est digne de Future Cop, tu sais, la parodie non officielle de Street Fighter. Incroyable. Au niveau des awards, du coup, il y a un grand absent des gagnants. PlayStation a eu 0 prix, Nintendo en a eu 2, Xbox en a eu 2, même si c'était plutôt des secondaires, mais il y en a eu 2. Mais sinon, Kira, bon, hein, c'était... Ah, puis il y a un gros absent aussi, Kojima, qui a eu 0 prix. Kojima, PlayStation, du coup, qui a eu 0 prix. Il a eu le record de nominations et de pas de statuettes. Donc, un nouveau record cette année. Et donc, les Clair Obscur Awards, comme je les ai annoncés, donc ils ont raflé 9 prix. Donc Xbox d'abord, hein, mettons-le à l'honneur parce que c'est pas souvent qu'ils raflent des prix. Ils en ont eu 2, un qui va te faire particulièrement plaisir of Midnight, ouais. avec Souls of Midnight, tout à fait, sur les jeux à impact, donc les jeux dits inclusifs. Et d'ailleurs, ils en ont profité pour annoncer la sortie sur Switch 2 et PS5. Donc Souls of Midnight, même si le gameplay a 50 ans et qu'il est un petit peu vieillot, malgré tout... Un peu comme Metroid Prime 4, en fait. Gameplay qui a 50 ans, PS2, ouais, ça se tient. Moi, j'aurais dit 20 ans plutôt. Mais par contre, Olivier de Rivière à la musique. Donc ça, c'est le seul gros point fort du jeu. C'est le plus gros point fort du jeu, c'est vrai. Et l'autre awards d'Xbox, c'est Doom, sur l'accessibilité. Et ça, on sait, Bethesda, c'est leur très gros point fort. Enfin, moi, je les trouve irréprochables sur ce niveau-là. Et Xbox l'est aussi, sur le côté inclusif des personnes plutôt en situation de handicap, etc. Donc, 2 awards mineurs pour Xbox, mais des beaux awards quand même, je trouve. Moi, je suis d'accord. Nintendo en a eu 2, les deux de Nintendo, hein, le jeu familial et le jeu, le jeu de course, ouais. Course pour Mario Kart et Donkey Kong Bonanza, logique pour le jeu familial, qui a été remis à Don Bowser d'ailleurs, qui travaille chez Nintendo. Je veux citer un autre award aussi qui va te faire plaisir, mon cher Kira, pour 2 raisons. C'est celui du multijoueur qui est attribué à Ark Riders et qui a été décerné en plus par Mila Jovovich. Mila Jovovich, ouais, voilà. Donc, Ark Rider, Kira. Totalement justifié. Ouais. Totalement justifié. Je suis même très content que ce soit ce jeu-là qu'il l'ait eu par rapport à tous les autres. Est-ce que tu peux nous faire un peu de teasing pour la semaine prochaine, du coup, en même temps ? Oui, ça sera un test de Ark Rider, bien sûr, qui devait être cette semaine et du coup qui sera la semaine prochaine. Et pour le reste, bon, ben voilà, je pense qu'on a déjà presque tout dit. Hein. Counter-Strike, quand même, hein, meilleur e-sport, meilleur jeu e-sport, toujours. À son poste. Ça m'a fait beaucoup rire. Aussi petite... Enfin, moi, je connais pas cette équipe, mais la Team Vitality qui a obtenu l'award de la meilleure équipe d'e-sport. Et pourquoi j'en parle, c'est que c'est une équipe française. Donc, en plus des prix de Clair Obscur, on n'en a pas eu 9, mais on en a eu 10 si on inclut celle-ci. Donc, la France a été le pays le plus récompensé cette année. Primé, ouais. Et donc, Clair Obscur, meilleur jeu indépendant. J'ai mes petites notes. Il a eu le meilleur jeu d'acteur avec Jennifer English, qui était très émue d'ailleurs, qui était assez touchante. Meilleur premier jeu, meilleur BO. Il y a eu aussi meilleure direction artistique, meilleure direction de jeu. J'en oublie peut-être d'autres, meilleure narration. Bon, Kira, est-ce que tu es surpris ? Moi, pas du tout. Alors, non seulement je suis pas surpris, et puis pour moi, c'était quand même le jeu le plus méritant dans toute la sélection, parce que c'est vrai qu'aucun des autres jeux arrivait à la cheville de Clair Obscur. C'est quand même le jeu qui m'a fait jouer à un type RPG Jap tour par tour, sachant qu'en plus, j'étais pas chaud après avoir vu le gameplay. Enfin, c'est vraiment le jeu qui m'a fait fermer ma poire. Qui t'a happé. Et ça, voilà. Et ça, pour le coup, c'était cool. Globalement, c'était une bonne sélection, à part peut-être 1 ou 2 jeux. Mais c'est vrai que pour moi, c'était logique que ce soit Clair Obscur qui gagne, parce que encore une fois, il n'y a pas le même budget que certains de ses concurrents. Il n'y avait pas autant de communication dessus. Et surtout, ils avaient une vraie vision qu'ils ont tenue jusqu'au bout, en fait. Et ça m'a beaucoup plu, parce que même des gens qui ne jouent pas aux jeux vidéo avaient envie d'essayer Clair Obscur. C'était un jeu qui pouvait être à la fois casu, si on le jouait en facile, par exemple, et qui pouvait être très très technique quand on va dans le endgame ou quand on va sur des niveaux de difficulté plus hauts, tu connais. Donc c'était vraiment un jeu qui pouvait fédérer un maximum et pour tout le monde, quoi. Donc pour moi, c'était logique que ce soit lui qui gagne, jouer personne d'autre. L'annonce de leur DLC aussi fait en direct live, pareil, avec la remise du prix, donc assez rigolo, qui est dispo. Vous pouvez jouer tout de suite au DLC avec une nouvelle zone, etc. Donc je pense qu'on fera évidemment tous les deux. Chose petite, fun fact assez amusante.
et assez folle en même temps. Donc Lorient Testar qui a récupéré son prix pour la meilleure BO, qui a été remise par Lenny Kravitz. Donc tu te dis le gars Lorient Testar qui a commencé sur SoundCloud à faire ses petites musiques C'est clair. et qui se retrouve nommé et qui se retrouve avec Lenny Kravitz qui lui donne son award. Lenny Kravitz d'ailleurs qui était là parce qu'il est dans le trailer de 007, c'est le méchant du jeu 007. Ouais. Donc ça fait une montée en puissance assez fou pour Clair Obscur. Ils sont en train de vivre des choses assez incroyables. Et en tant que fan de jeux vidéo, on peut évidemment qu'être touché par ce qu'ils sont en train de vivre. C'est très très cool pour des gens passionnés et ils le méritent. Surtout que c'est la plus grande cérémonie jeux vidéo, maintenant on peut le dire. Oui, clairement. Remis par quand même quelqu'un du milieu, mais qui pèse, quoi. Je veux dire, c'est pas Joe le rigolo, dingue. quoi. Donc derrière, il y a quelque chose. Et comme tu dis, c'est quelqu'un qui a commencé petit et qui a réussi à faire quelque chose d'incroyable avec la BO de Clair Obscur, quoi. Donc après, c'est pas le genre de BO que je vais écouter H24 parce qu'après, c'est un peu la déprime, forcément. Mais ça n'empêche que quand je l'entends, bah, toi, il y a toujours ce petit flashback de mon aventure qui revient, quoi. Hier, je suis rentré dans un véhicule et genre je sais plus c'était quelle radio, mais il passait une musique de Clair Obscur. On va se retrouver à un point quand même où des radios mainstream passent des musiques de jeux vidéo, quand même, c'est assez fou. On peut citer quand même Hades 2 qui a obtenu le meilleur jeu d'action, donc Supergiant, bravo à eux. Ouais, puis je pense que c'est totalement légitime en plus. Totalement légitime. C'est un gros jeu morceau ce Hades 2. Rogue Action. Le meilleur jeu d'aventure, donc Hollow Knight Silk Song, s'il te plaît, Kira, prononce-le bien. Ouais, te trompe pas, sinon tu vas te prendre 2 étoiles. Meilleur jeu stratégie FF Tactics. Meilleure communauté Baldur's Gate 3, mais c'est pas ça que je voulais dire. Je pense à Battlefield qui a obtenu meilleur sound design. Et on sait que les Battlefield sont généralement connus pour ça. Sound design. A priori, le Battlefield de cette année est très bon. J'ai des très bons retours dessus par rapport au Call of Duty qui serait assez médiocre. Oui, c'est vrai, pareil. Mais ouais, le Battlefield a l'air d'être bien. Après, le seul truc, c'est que Battlefield est sorti à peu près en même temps que Ark Riders. Et Ark Riders est en train de tout siphonner sur son passage. Personne ne s'y attendait. Et du coup, bah, Battlefield reste quand même une marque très très réputée dans le domaine du shooter grand public, hein, parce qu'on n'est plus trop sur du tactique maintenant. Et du coup, bah, c'est vraiment, j'ai l'impression qu'à chaque fois qu'ils sortent un Battlefield, il y a toujours, tu sais, ce petit grain de sable qui vient les emmerder, en fait. Et là, cette année, ils n'ont pas de chance. Ouais. Parlons, et je terminerai sur celui-ci, je pense qu'on n'a pas fait tout le tour, mais l'essentiel y est, c'est No Man's Sky. Meilleur jeu dans sa continuité, hein, je sais pas trop, best ongoing game, donc meilleur jeu, voilà, meilleure continuité si je puis dire. Bah, c'est très cool, c'est devenu un jeu tellement titanesque que je pense que quand on n'a jamais mis les pieds dedans, c'est un peu vertigineux. Moi, c'est ce qui m'a toujours empêché de me lancer dans No Man's Sky, c'est que ça paraît trop fou, trop géant, trop incroyable, mais je trouve que il a en effet une longévité exceptionnelle avec beaucoup de mises à jour gratuites. Le jeu a 10 ans cette année, hein. 10 ans et ils le fêtent avec encore un Awards, donc bravo à eux. Moi je suis très content de toutes ces nominations parce que on a vu à chaque fois sur scène des gens heureux de prendre leur prix et ça n'a pas de prix. C'est vrai. Totalement. Et ben on va passer à la conclusion de tout ça, mon cher Kira. Je te laisse donner ton appréciation générale, même si je pense qu'on a déjà égrené un peu tout ce qu'on voulait dire. Mais qu'est-ce que, voilà, ton ultime mot sur cette cérémonie et cette conférence des Game Awards 2025-26 ? Bah écoute, je trouve que c'était un bon show. J'en attendais pas grand-chose dans le sens où je me suis dit, les mecs ils sont quand même maintenant sur quelque chose de bien rodé et ça va dérouler sans accroc. Bah ils ont quand même tenté des trucs. Je trouve qu'il y avait quand même une bonne ambiance sur la scène aussi, genre dans le public ou quoi que ce soit, ça vivait en tout cas. Oui. Et c'était moins, entrecoupé de pubs que d'habitude, en tout cas, même si je les ai skippés assez rapidement. Je trouve que c'était quand même plus équilibré au niveau du format. J'ai beaucoup aimé, encore une fois, ce que je te disais tout à l'heure, c'est qu'il y avait énormément de jeux et vraiment pour tous les goûts. Donc ça, c'est quelque chose qui est cool parce que voilà, ça va intéresser tout le monde. Et même si c'est quelque chose qui peut paraître assez élitiste, et bah, je trouve que cette itération des Game Awards 2025 montre que pas forcément, en fait. Parce que là, encore une fois, Clair Obscur a gagné, et c'est un jeu quand même à moindre budget. On a eu quand même pas mal de petits jeux qui ont été présentés aussi. Comme on disait tout à l'heure, ça reste un coup, hein. Il n'y a pas que les gros mastodontes qui présentent ce genre de jeu. Et voilà, pour moi, c'est, on va dire, une bouffée d'air frais
sur cette fin d'année. C'est vrai que dernièrement, j'ai toujours été très déçu de la tournure que prenait le jeu vidéo sur beaucoup de choses. La tendance à nous pousser au démat, les tarifs des fois qui sont en dépit du bon sens, ou même certains modèles économiques, les microtransactions et tout. Et ben là, ça m'a fait plaisir parce que je retrouve le jeu vidéo qui me fait rêver. Pas forcément là où on l'attendait en plus, et ça, c'est Jeff Exactement. Keighley qui a eu ce rôle cette année. Moi, je suis assez dithyrambique sur la cérémonie, même si je n'aime toujours pas les Muppets. Donc, faudrait J'aime bien les le. Muppets, moi. Ouais, je sais que t'adores, mais moi, j'aime pas du tout les Muppets qui interviennent dans la cérémonie, mais c'est vraiment pour chipoter. C'était, comme j'ai dit, la C'est cérémonie. très ricain, hein, les Muppets, hein, c'est dans Mais leur oui, ADN. oui, pour le oui, coup. bien sûr, bien sûr, bien sûr. C'est pour ça que je leur en veux pas, c'est son délire, on sait qu'il kiffe quand il fait ça. Bon, bah tant mieux, c'est son show après tout. Et c'est une cérémonie, je vais même paraphraser Jeff Keighley qui dit l'important c'est de célébrer les jeux. Et je trouve que c'est l'année où cette phrase est la plus vraie, où c'est vrai que c'était une belle cérémonie. Les jeux étaient vraiment mis en avant, les développeurs aussi. L'équilibre vraiment entre les temps de parole, les interventions, tout, j'ai trouvé ça très très bien rythmé. Et on a en plus un événement qui, je trouve, il faut l'apprécier aussi pour ce qu'il est ultra premium. Il y a du budget, il y a de la mise en scène, il y a des stars, il y a des guests. Enfin voilà, quand on regarde, je pense qu'Ira, on se sent pas floué et on se sent même plutôt respecté dans notre passion. On n'est plus vraiment du tout sur une passion un peu underground, un peu Oui. à part. C'est ce genre de cérémonie qui, je trouve, élève le jeu vidéo au rang des autres œuvres. Il y a des détracteurs, je le sais, mais je pense que on peut accorder. Il y a des détracteurs pour tout, malheureusement. Là, c'est Oui, pour oui, ça, là, pendant 2-3 jours, je me connecte pas sur Twitter, parce que je sais qu'à mon avis, ça va gueuler parce que les gens vont pas être d'accord des résultats. Donc, pour l'instant, j'évite. En tout cas, moi, je trouve ça encore une fois très très bien. On va pas se répéter. C'était un bel événement. L'événement de la maturité. Et ça augure une belle continuité, en tout cas, pour cette cérémonie. Et il a fort à faire pour maintenir, je pense, ce niveau de standard de qualité qui j'espère, va être maintenu. Exactement, parce qu'après, ça peut être l'effet Oscar, on se retrouve avec des années plus ou moins bonnes, en fait. Là, l'avantage, c'est que c'est toujours le même Jeff Keighley qui présente, c'est toujours le même présentateur, donc ça permet aussi qu'il prenne de l'XP au fur et à mesure et qu'il ait sa propre, sa propre vision. Généralement, si je compare avec le cinéma, c'est tous les ans, c'est des personnes différentes qui présentent. Et du coup, le rythme de la cérémonie et la qualité de la cérémonie est vraiment Varie lié au beaucoup. maître de cérémonie, en fait. D'accord. Ça varie et on peut se retrouver avec des superbes années comme l'époque où Hugh Jackman, il a présenté les Oscars en mode comédie musicale et c'était incroyable. Et l'année dernière, on s'est fait chier, mais comme Jaja. Donc voilà, que là, il y a vraiment quelque chose. Et on voit, mine de rien, entre la création de la cérémonie et maintenant, c'est le jour et la nuit, quoi. Ouais, carrément. Après, en plus, par rapport au cinéma, le risque du jeu vidéo, c'est quand tu sors ta cartouche, ta très très grosse cartouche, elle va mettre 3, 4 ans, 5 ans à arriver. Donc pour lui, l'année prochaine, il y a de très belles annonces, très belles surprises cette année. Que sortir l'année prochaine, parce que voilà, les temps de développement sont pas les temps de développement des films. Donc c'est un défi. C'est pour ça que je le dis que ça finit, c'est une très très belle année et ça finit sur un défi pour lui de maintenir ce standard sur l'année prochaine. C'était en lien justement avec la comparaison avec le cinéma. Le lauréat du jeu le plus attendu l'année prochaine, c'est GTA 6. GTA 6 qui sort l'année prochaine, qui va sortir à peu près en même temps que les Game Awards. Donc, je pense qu'on aura quelque chose de lourd l'année prochaine. On aura certainement le jeu de l'année GTA 6. Il sort en fin d'année, donc théoriquement, je sais plus, c'est jusqu'à tu penses qu'il sera pas les dedans nominations, donc je pense pas qu'il sera dedans, parce qu'il est censé sortir en novembre, je crois. Il faut que le jeu sorte avant que les nommés se fassent, donc c'est courant novembre, quoi. Faut que mi-novembre, je pense que ce soit... Ouais, parce que le jeu, je crois qu'il est prévu pour mi-novembre, donc je pense que ça va être un peu juste, je t'avoue, pour faire partie des nominés. Après, je peux me tromper, mais oui, j'ai plus la date exacte en tête, mais je crois que c'est novembre. Et bien sur ce, Kira, je te laisse clôturer cette belle émission. Ça a été évidemment un plaisir, comme toujours, avec toi, de débriefer cette belle cérémonie. Je te laisse clôturer. Merci à vous, en tout cas, de nous avoir écoutés. Merci à toi pour l'émission. N'hésitez pas à nous faire part de vos retours sur Twitter ou quoi que ce soit par rapport à la cérémonie, qui vous aurez aimé voir gagner. Est-ce que vous êtes satisfait des résultats ou de la cérémonie ? C'est vrai qu'on aime bien aussi avoir vos retours.
en restant bien sûr dans la bienveillance. On n'est pas non plus dans le mode voilà où ça part dans tous les sens. Tous les avis sont valables bien sûr. Mais après voilà, je sais que beaucoup de personnes sont déçues que Kingdom Come Deliverance n'ait rien eu. C'est vrai que c'était un peu la surprise qu'il fasse partie de cette sélection et c'est vrai que c'est un peu triste pour ce studio. Mais voilà, surtout si vous avez kiffé voilà, les autres jeux, n'hésitez pas à nous le remonter. Profitez bien, allez voir des films, jouez à des jeux vidéo, lisez des livres. C'est le moment, on arrive à Noël, le moment où il y a plein de cadeaux, donc va falloir se lâcher. Puis bah à la semaine prochaine. Ciao. Ciao.